Donc maintenant, on va laisser la parole à Arnaud Lafont, qui vient de Lyon, qui est universitaire, qui dirige un DU d'implantologie à Lyon, auquel je souhaite beaucoup de succès, parce qu'il commence. Donc aujourd'hui, Arnaud va nous parler d'un système implantaire d'origine coréenne qui s'appelle le système IDS. Voilà, Arnaud, tu as 30 minutes. Merci Monsieur le Président. Merci Michel de nous avoir réunis aujourd'hui pour cette belle journée. Alors c'est à moi maintenant de vous présenter ce qu'est ce nouvel implant, l'implant Magicor, enfin qui n'est pas si nouveau que ça maintenant. Ce qui me motive vraiment d'être ici, c'est la satisfaction de mes patients. Et c'est vraiment ça, réellement, qui m'invite à vous présenter ce système aujourd'hui. Je remercie aussi l'AMI, qui est l'Académie de la mini-invasive implantologie, qui me donne l'occasion de vous présenter ce qui est pour moi, ce qui me semble être une évolution majeure de l'implantologie, comme nous le disait Hermine à l'instant, qui est l'application de la chirurgie minimalement invasive en chirurgie implantaire. J'aimerais aussi dire que cette présentation est le fruit d'un travail collectif de plusieurs praticiens qui partagent cette même approche de la chirurgie minimalement invasive et aussi le fruit d'un travail de différents chercheurs, des chercheurs à Lyon, dont je fais partie du laboratoire LMI à Lyon, et aussi de chercheurs bordelais qui ont permis de montrer l'efficacité de ce système, de prouver que ce système fonctionnait, mais qui permet aussi de suivre nos patients sur le long terme pour sans cesse améliorer nos pratiques. Excusez-moi, j'ai un écho, mais là, vous entendez bien tous, tout va bien? Parfait. Très bien. Donc, l'AMI, c'est un consortium de praticiens au niveau mondial qui ont la volonté de développer la chirurgie implantaire minimalement invasive au travers de formations dans le monde entier, mais aussi au travers de symposiums mondiaux. Le dernier était à Las Vegas en octobre dernier, aux États-Unis. Et le but est bien sûr de satisfaire nos patients par le développement de la chirurgie sans lambeaux, flapless, et aussi de réduire les greffes osseuses et enfin d'étendre les indications au niveau des crêtes fines mandibulaires et au secteur maxillaire postérieur atrophié. L'AMI, en fait, a pour but de suivre les évolutions qui ont fait évoluer la médecine vers la chirurgie ambulatoire et la chirurgie par cœlioscopie, qui permettent de proposer des chirurgies à nos patients avec moins de rendez-vous, moins de suites opératoires, plus de confort et plus de facilité aussi à mettre en œuvre pour nous et pour nos patients. L'objectif de l'AMI est de vraiment centrer le traitement implantaire sur le patient et de ne pas adapter, par exemple, un site anatomique pour convenir à tel ou tel système. C'est vraiment s'adapter au patient et à l'anatomie du patient. Alors, le but ultime de cette philosophie, c'est de proposer un traitement implantaire en 3 rendez-vous, c'est-à-dire que maintenant, beaucoup de mes correspondants n'extraient même plus les dents. Donc, c'est moi qui vais extraire la dent. Ensuite, on pose l'implant, un implant monobloc avec la sortie prothétique présente. Ensuite, il n'y a plus qu'à prendre l'empreinte et à poser la couronne. Donc, effectivement, en 3 rendez-vous, on peut traiter une grande partie de nos patients, la majeure partie de nos patients même. Alors l'implant, évidemment, a évolué, l'implantologie a évolué depuis les années 80 avec le fameux implant Bradmark de Nobel. Une des principales évolutions a été assez rapide d'ailleurs de l'implant monobloc, notamment l'implant Straumann, qui avait l'avantage d'avoir un col lisse, usiné. On le sait maintenant, c'est très important, il y a beaucoup de papier dessus, d'avoir cette barrière tissulaire de tissu mou qui permet de protéger les spires. Maintenant, ces implants monoblocs sur le marché, ils avaient plusieurs inconvénients. Ils les ont toujours. Notamment, on le sait, la gestion des cas en zone antérieure, qui n'est pas forcément évidente, avec des sorties prothétiques qui manquent de polyvalence, en tout cas qui ne s'adaptent pas dans tous les cas. Et puis aussi le manque de stabilité primaire qu'on pouvait avoir sur ce type d'implant. Il y a eu ensuite d'autres évolutions. Là, j'ai montré l'implant Astra avec ce microfiletage au niveau cortical qui permettait, selon le constructeur, de répartir mieux les forces. On sait maintenant, avec l'émergence
des périimplantites que ce type de col, même avec un microfiletage, eh bien, s'il est exposé à la cavité buccale et aux bactéries buccales, on peut entraîner là une périimplantite. Vous voyez l'implant Magicor, que vous pouvez voir à droite de votre écran, a un design tout à fait novateur. Qu'est-ce qu'on peut voir déjà en premier lieu? Bon, c'est un implant qui est un implant monobloc, mais il présente peu de titane en volume, donc il laisse beaucoup plus de place au tissu périimplantaire, notamment au tissu osseux et au tissu mou. Il présente un corps d'implant très fin, avec des spires empilés comme des assiettes, vous voyez, des spires qui vont permettre de donner une bonne stabilité primaire, et vous allez le voir, sans agression, sans compression osseuse. Vraiment, c'est un filetage, un design qui va respecter le tissu osseux. C'est une surface sablée, avec un col qui est totalement réglable, de 1 à 5 mm, un col usiné qui permet, elle, de soutenir ce col, de soutenir le tissu mou et de servir de tuteur à ce tissu mou. Et ensuite, la plateforme prothétique, que vous pouvez voir, qui est tout à fait polyvalente. On peut traiter tous nos cas avec ce type de plateforme sans aucun souci. Vraiment, je peux vous en attester. Ça fonctionne dans toutes les situations. Alors, il y a beaucoup de recherches qui sont en cours sur cet implant. Il y a des papiers qui sont déjà sortis, notamment le premier, c'est une étude in vitro, où l'on a pu observer notamment une prolifération importante des fibroblastes au niveau de ce col qui est volumineux, qui a une surface, une machining surface très bien adaptée au développement des fibroblastes et donc à l'adhésion et la multiplication de ces fibroblastes. Ensuite, il y a l'Université de Bordeaux qui va sortir un papier très prochainement sur l'efficacité de cette technique d'élévation sinusienne qu'on appelle la CMC technique, qui est une procédure chirurgicale qui vise à implanter des patients avec très peu d'os dans les secteurs maxillaires supérieurs. Et enfin, il y a une étude dont les résultats vont sortir très prochainement, qui a étudié l'histomorphométrie tissulaire autour des implants Magicor comparé à un implant standard, qui va donner ses résultats très prochainement et qui montre notamment l'efficacité du col pour la prolifération des tissus mous. Alors, il y a l'implant, mais il y a aussi un protocole chirurgical. Il y a des protocoles chirurgicaux qui visent à implanter nos patients dans quasiment toutes les situations. Ici, c'est un cas où on a posé un implant avec 4 mm d'os résiduel en postérieur. L'équipe de Bordeaux a montré, sur une série de 50 cadavres, la possibilité de stabiliser ces implants tout en respectant l'os et la membrane sinusienne dans cette étude, donc sur 50 cadavres, grâce à cet instrument, le sinus lifter, que je vous invite à regarder dans le stand et qui est très très intéressant. Il y a aussi des techniques, des instruments de type expansif, des techniques qui utilisent des expanseurs, avec un design, vous le voyez, en étoile, qui permet de fracturer doucement l'os cortical en cristal et qui permettent de passer les spires de l'implant et de laisser la cuff ensuite dans cette position pour soutenir le tissu mou et l'os résiduel en cortical en cristal. Ici, on a un cas suivi sur 5 années, qui donne de très très bons résultats. Ces protocoles innovants sont totalement optimisés. C'est-à-dire qu'il y a très peu de matériel. Et j'ai une pratique hospitalière, parce que je suis 100% hospitalier, et je peux vous dire que c'est très utile pour moi d'avoir que très peu de matériel à sortir. C'est tellement optimisé que, vous voyez, mais 90% des cas, je pose mes implants avec la trousse, implantaire, qui présente d'ailleurs un ancillaire, vous le voyez ici, très pratique, puisqu'il permet de connecter ici les expanseurs ou le sinus lifter. C'est vraiment un ancillaire très ergonomique pour nous et pour notre patient. Il me suffit d'avoir un set de consultation avec de quoi faire une anesthésie et je peux poser la plupart de mes implants avec très peu de matériel. Si on a besoin d'expanseurs ou d'une élévation sinusienne par le sinus lifter, on a une petite trousse juste à côté, vous voyez, qui est très minime et qui permet là, de traiter tous nos patients. Donc c'est vraiment une trousse optimisée. La grande innovation de ce système,
c'est que l'on va en fait utiliser des guide pins, je vais vous montrer comment on les utilise, qui vont permettre de guider des forêts trépans et qui vont ensuite permettre donc de passer des tarots pour préparer les spires de l'implant sans créer aucune contrainte à l'os. Ici, donc, je vous présente la trousse Magic Sinus avec les expansions et les instruments pour élever la paroi, la membrane sinusienne, pardon. Et voilà donc cet implant, qui est un implant monobloc, et il présente plusieurs innovations à tous les niveaux. D'abord, il y a le poste, hein, donc la sortie prothétique, qui permet vraiment de mettre en place des prothèses chez tous nos patients, qui est très solide, qui évite les dévissages. Il y a la cuff, cette cuff ou ce col lisse qui est totalement adaptable, qui va de 1 à 5 mm et qui permet de supporter le tissu mou autour de l'implant et qui crée une véritable barrière tissulaire protectrice des spires très efficace au niveau de ce col. Et enfin, le Magic Thin Thread, donc les spires de cet implant qui respectent l'os, qui ne compriment pas l'os, qui n'est pas agressif sur l'os, ce n'est pas un implant autotarodant, mais qui permet d'obtenir tout de même une stabilité primaire dans toutes les situations. Stabilité primaire incroyable. Voilà, donc je vais commencer par vous décrire le Magic Thin Thread. Ce que l'on peut voir, hein, c'est un corps d'implant donc très fin qui permet de minimiser l'ostéotomie et aussi un design très particulier, vous allez le voir, qui permet de répartir les forces tout le long des spires de l'implant. Voilà donc sur des photos prises au microscope électronique où on voit le design classique des implants standards, hein, donc des implants coniques avec des spires triangulaires qui vont comprimer l'os, hein, qui vont appliquer une force importante à l'os pour le maintenir et pour satisfaire la stabilité primaire. Alors qu'ici, nous avons des spires, vous voyez, qui ne sont pas du tout agressifs et qui laissent la place à beaucoup de tissus osseux. On peut le voir ici, là, sur cette photo, avec deux implants du même diamètre. Vous voyez le volume laissé au tissu périimplantaire, que ce soit au niveau osseux ou que ce soit au niveau cortical et au niveau des tissus mous. Alors qu'ici, sur un implant standard, eh bien, on voit qu'on a beaucoup moins d'espace et un risque d'exposition des parties rugueuses qui peuvent effectivement après se contaminer. Voilà ce qui se passe en implantologie classique, hein. Donc on va effectuer une corticotomie et une ostéotomie assez importante, hein, mais moins importante que le diamètre de l'implant. Il va comprimer l'os, ce qui va engendrer une ischémie et des risques de fracture, surtout quand les corticales sont fines, hein. On l'avait tout à l'heure dans une des questions, lorsque l'os cortical est très fin, il peut se fracturer. Dans les implants standards, il faut satisfaire un espace d'au moins 2 mm hein, entre l'implant et le périoste, la corticale. Avec l'implant Magicor, grâce à ce système de spire non agressif qui n'a pas poussé l'os, qui n'a pas comprimé l'os, 0,5 mm suffisent. Donc vous voyez, ça change déjà la donne dans nos pratiques chirurgicales. Sans compression et grâce au passage d'un tarot atraumatique qui va ménager un espace pour les spires, eh bien, on va pouvoir poser les implants dans des crêtes relativement fines. La stabilité primaire, en fait, il faut la voir comme si vous mettiez en place deux Legos ensemble. Ils vont se connecter par une friction, mais sans entraîner de pression. C'est exactement cette philosophie qui est à comprendre, qui en fait favorise un contact morphologique étroit entre l'implant, les spires et l'os, grâce au protocole de préparation de l'os. Autre avantage de ce système, qui a été vraiment très réfléchi hein, et étudié au niveau scientifique et vérifié, c'est que l'épaisseur, la hauteur de ces spires a été choisie pour avoir un coefficient d'élasticité équivalent au coefficient d'élasticité de l'os présent entre les spires. C'est-à-dire qu'on a une résilience osseuse de l'os interspire qui est équivalente à la résilience de la spire de titane. Donc quand l'implant est ostéo-intégré, eh bien, on a une répartition des forces tout le long de la surface implantaire et non pas concentrée au niveau du col implantaire, ce qu'on retrouve dans les implants standards, lorsque la connectique prothèse implant est concentrée au niveau de ce col, avec concentration des forces. Et on sait que la périimplantite a plusieurs étiologies, notamment
celle du hiatus et des forces qui peuvent se concentrer au niveau du col, qui n'est pas du tout le cas de cet implant, ça a été vérifié. On a une force qui se répartit tout le long des spires de l'implant. Autre avantage de ce design, c'est la surface en contact entre le titane et l'os. C'est-à-dire que vous comprenez bien que ces spires vont ménager un contact os-titane beaucoup plus important et un volume osseux interspire beaucoup plus important. Vous voyez, sur un implant court de 6 mm, bon là on a un col de 3 ou 4 mm, eh bien, col lisse, eh bien, on a près de 43 mm3 de tissu osseux, alors qu'on en aura 2 fois moins sur un implant équivalent de 10 mm de longueur. Donc effectivement, vous comprenez bien que là, la cicatrisation va être beaucoup plus optimale sur un implant de ce type-là. Autre innovation majeure, qui pour moi vraiment m'a interpellé dès le départ quand j'ai découvert cet implant, c'est cette cuff. Alors, cette cuff, on l'a montré, le papier est sorti, vous pouvez aller sur PubMed voir l'application. On a une prolifération qui est bien plus importante et nettement supérieure comparée aux implants standards des fibroblastes gingivaux. Ça s'explique par la texture de cette machining surface, mais aussi par le volume que l'on donne aux cellules pour se multiplier à cet endroit. Et on le vérifie sur un papier là, qui va sortir dans les prochaines semaines, sur une étude in vivo chez l'animal, chez le beagle, où on voit qu'on a une épaisseur de tissu mou, ici vous le voyez, donc le tissu épithélial, le tissu conjonctif, et la tache, qui est beaucoup plus importante, nettement supérieure, significativement supérieure, que ce que l'on retrouve en implantologie standard. Donc ça montre bien la certissure que l'on a autour de cet implant, et ça donne une barrière efficace contre la pénétration, l'infiltration bactérienne, mais aussi ce phénomène qu'on appelle le on-growth, puisqu'effectivement, ça on le vérifie, je vous montrerai des cas, mais quand on pose notre prothèse, lorsque l'implant n'est plus soumis aux contraintes du bol alimentaire, eh bien, le tissu gingival va se mettre en fait au niveau de notre limite, de notre joint dentoprothétique, qui est situé bien sûr très haut par rapport au niveau osseux, puisqu'il est au niveau gingival, et on va permettre comme ça au clinicien de situer sa limite prothétique à l'endroit où il faut qu'elle soit, à l'endroit où physiologiquement elle doit être, puisqu'on va avoir après cette prolifération tissulaire qui nous sécurise notre esthétique, bien sûr, par la suite. Ensuite, ça se vérifie au niveau osseux, puisque si on a une bonne barrière tissulaire, eh bien, on va avoir aussi une cicatrisation osseuse beaucoup plus efficace, et on aura des résultats dans le temps tout à fait pérennes. Autre avantage de cette cuff, et on en parlait tout à l'heure, c'est la structure osseuse qui est souvent, ça prend cette forme de goutte d'eau, avec un os cortical, crestal, qui est souvent difficile à gérer. Alors on a vu, l'implant Magicor nécessite une ostéotomie déjà moindre, donc ça facilite bien les choses. Mais en l'occurrence, on est parfois obligé, dans l'implantologie standard, de soit faire une greffe préopératoire, là ce sont des blocs que j'avais mis en place, ou alors on peut mettre aussi une greffe particulière, en paire opératoire. Le problème, c'est que c'est des lambeaux, c'est long, c'est coûteux, il n'y a pas de réel bénéfice en termes de survie ou de succès. On le sait maintenant dans les études, on a vu ce qui se passait au niveau de ces matériaux au laboratoire. Il se trouve que dans la plupart des cas, la moitié du tissu n'est pas de l'os, mais c'est un tissu fibreux. Ça, c'est montré, démontré, on le sait. Donc, au niveau pérennité sur le long terme, c'est pas forcément génial. Immédiatement, la radio est jolie. À 2 ans, elle est encore belle. Et puis à 5-6 ans, tout a disparu. En général, c'est ce qui se passe. La résection osseuse à éviter absolument. Alors là, ça donne des résultats vraiment, ça c'est un de mes cas, très compliqué à gérer, hauteur prothétique trop importante, une maintenance impossible, perte du tissu gingival, plus de tissu kératinisé. Donc en 2023, on ne propose plus ce type de technique. La cuff, elle, permet le passage délicat à ce niveau-là, puisque cette cuff accepte l'adhésion du tissu mou. Elle sert de tuteur au tissu mou. Donc dans les situations comme ça, on peut, avec une mini-incision, replaquer le tissu mou en avant de ce col lisse pour qu'il se maintienne. Mais on peut aussi avoir du tissu osseux qui se maintient aussi autour de ce col. Donc finalement, on a une cuff qui permet de garantir une prothèse au bon niveau et un tissu périimplantaire tout à fait stable sur le long terme. Voilà, donc cette cuff est totalement adaptable. L'idée est vraiment, comme je vous l'ai dit, d'adapter l'implant
à l'anatomie du patient. Donc vous pouvez tout choisir. Alors, il y a beaucoup de références d'implants, évidemment. C'est comme un peu une prothèse de hanche. Il y a beaucoup de références. Il y a presque sur mesure. On va choisir un col de 1 à 5. On va choisir un corps d'implant de 3 à 6,5. Donc, et tout toujours en ménageant suffisamment d'espace pour le tissu périimplantaire. Voilà comment ça se passe au niveau radiologique. Donc on met l'implant, les spires, le col, qui passe cette zone un peu délicate, donc dans 2 secteurs, secteur 3 et 4. On peut, grâce à une mini-incision et au passage de ces expanseurs très intelligemment faits, eh bien, pouvoir passer les spires de l'implant et soutenir le tissu grâce à la cuff. On voit une radio ici, où on voit nos implants situés dans l'os presque basal ici, très dense, cortical, et la cuff qui soutient le tissu mou. Voilà comment ça se passe le protocole. Donc on passe d'abord un pin drill, on passe ensuite un guide pin. Ce guide pin permet de bien visualiser la position, on le verra par une tomodensitométrie péropératoire, où il peut être placé aussi avec une chirurgie naviguée ou une chirurgie guidée. Il permet donc de guider ce forêt trépant. Et ensuite, on passe le tarot pour préparer les spires. Et tout ça sans jamais comprimer l'os. Voilà cette patiente, on doit lui remplacer sa prothèse amovible. Donc on va passer le pin drill. Ensuite, on positionne le guide pin. On peut effectuer une tomodensitométrie péropératoire, mais comme le disait Armin, c'est vrai qu'avec l'habitude, on utilise moins le cone beam péropératoire. Moi, j'en utilise beaucoup moins. On a la chirurgie naviguée, enfin, on va avoir la chirurgie naviguée à l'hôpital, donc là, ce sera l'idéal, puisqu'on pourra poser nos pins avec la chirurgie naviguée. Mais on peut aussi poser ces pins, vous le verrez à la fin, avec une chirurgie guidée tout à fait classique. Ensuite, donc, on passe le trépan. On passe le trépan, donc le forêt trépant, autour de ce qui est vraiment guidé. Je peux vous dire qu'il y a la sécurité est totale dans ce système, éprouvé. Et là, on va enlever la carotte osseuse, ça peut nous faire de l'os d'ailleurs, qui peut être très très utile parfois. Et ensuite, on passe notre trépan, qu'on peut guider aussi. Notre trépan peut être guidé ou sans guidage. Et voilà comment ça se passe cliniquement. Donc là, on a posé les pin guides. Alors, ça modifie totalement notre vision chirurgicale, puisqu'on n'a pas de lambeaux. Donc on pose nos pins en fonction des dents antagonistes, en fonction des dents adjacentes et en fonction du tissu mou. Donc on a une vision beaucoup plus clinique, beaucoup plus logique, beaucoup plus prothétique, puisque la finalité de l'implant, c'est quand même la prothèse. Tout en étant en sécurité, grâce à ces pin guides qui vont vraiment guider nos forêts trépans et on va pouvoir vérifier avec une tomodensitométrie la position de nos pin guides, puisqu'on est quand même en flapless. Surtout pour les débutants, c'est très intéressant. Voilà, ensuite, en fin de chirurgie, vous voyez, donc, pas de saignement. On a vraiment une chirurgie totalement sécurisée. Une petite rétroalvéolaire ensuite à la fin pour contrôler l'enfouissement des spires, pour être sûr de notre coup, et le tour est joué. Voilà donc la radio ensuite en post-opératoire pour bien vérifier l'enfouissement de nos spires. Alors, cette diapositive aussi pour vous montrer la différence entre un implant standard et un implant de ce type, l'implant Magicor. Un implant standard, bon, déjà on voit qu'on a beaucoup plus de titane au niveau du col. Ici, on a beaucoup plus de tissu périimplantaire, ou tissu mouillé osseux. On passe un forêt 3,8, 3,2 pour poser un implant 4,3. Et encore parfois, quand l'os est cortical, il faut passer un forêt de 4, on le sait tous, et un tarot. Alors qu'avec l'implant Magicor, on passe juste un forêt trépant 2,8, 2,4, et le tarot homothétique, et c'est tout. Et pas de compression osseuse, pas d'agression osseuse. Voilà ce patient. Alors vous allez voir, il y a beaucoup de patients avec des terrains à risque, forcément, il n'y a pas de lambeaux, donc on peut implanter sans risque des patients âgés, des patients à risque hémorragique, notamment ce patient-là, 72 ans, il faut remplacer son bridge, donc il a ses dents à extraire. On laisse les dents en place pour placer nos pin guides, ça permet de vraiment bien situer nos sorties, futures sorties prothétiques. N'oubliez pas que c'est des implants monoblocs. On fait la radio péropératoire. On voit que dans des situations, il faut faire de l'expansion ou alors repositionner notre pin guide. On va le faire. Ici, il faut rentrer. Vous voyez, on a rentré un peu l'implant en antérieur. Voilà, avec un peu d'expérience, c'est vrai qu'après, on a moins besoin de cette tomodensitométrie. Et on pose nos implants sans saignement et on extrait nos dents. On pose nos pin guides aussi en fonction du tissu mou. Le tissu mou est important. Donc, on les positionne en fonction de cela. On contrôle la radio pour bien voir où on est au niveau osseux et on travaille de façon sécurisée. Voilà cette patiente qui avait une demande esthétique importante, une magistrate à Lyon, pour remplacer la dent numéro 21.
Eh bien, je vais vous montrer que les résultats esthétiques sont très bons. Là, le contrôle radiologique à 10 mois avec un bridge collé, c'est la sœur d'un de mes confrères. Donc j'avais une pression là encore un peu plus importante. Eh bien, le résultat esthétique est totalement bluffant, hein, avec une bonne stabilité des tissus périimplantaires. Donc ça marche au niveau antérieur. En postérieur aussi, lorsqu'on a des crêtes très fines, on va récupérer le tissu mou, on passe la radio pour vérifier qu'on est bien dans l'axe. Okay, dans ce cas-là, on l'a fait parce qu'on avait très peu d'os. Ensuite, on élabore une mini-incision pour repositionner le tissu kératinisé en face de cette cuff qui sert de tuteur au tissu mou. On positionne notre implant ensuite. Voyez, on va faire cette mini-incision en semi-lunulaire. Hein. Ça, c'est vraiment rien à faire. Mais au moins, on repositionne notre tissu kératinisé sur la cuff de l'implant. On positionne nos implants. Et les résultats prothétiques à la fin sont absolument bluffants. C'est-à-dire qu'on a ce tissu mou qui va véritablement être maintenu par notre cuff. La vision de la prothèse aussi est totalement nouvelle pour ces implants monocorps, monoblocs, puisqu'on gomme tous les inconvénients des implants monoblocs sur le marché actuellement. On peut effectuer de la prothèse plurale, transvissée, jumelée, sans aucun problème, jusqu'à 24 degrés de divergence. C'est pour ça que je vous ai montré ce cas. Je fais aussi de la prothèse complète, hein, grâce à ces implants-là. On peut effectuer des prothèses scellées, très facilement aussi, directement sur le poste, avec une répartition mécanique et une surface de contact en interne et en externe du poste prothétique qui permet d'avoir un moignon qui fait 10 mm de hauteur, donc tout à fait sécurisant pour sceller n'importe quoi dessus. Moi, c'est vrai que je vous avoue que je fais beaucoup de prothèses scellées et ça fonctionne très bien pour la prothèse scellée. La vis va rentrer dans le poste, donc une très faible hauteur prothétique est suffisante. Il suffit que vous ayez 1 mm entre la dent antagoniste et votre poste et vous passez votre prothèse tranquillement. Donc vous voyez, c'est qu'aussi à ça aussi un gros avantage, une grande polyvalence. La prothèse est très simple. Je reviens sur mon patient là à risque hémorragique. Ces implants sont pris au bout de 3 mois. Je mets mes transferts, je pose ma prothèse transvissée, impeccable, rien à dire. Ce patient de 89 ans, risque hémorragique, alors il vient avec sa femme qui a 25 ans de moins, hein, donc il est plutôt en forme. Il vient juste de perdre ces 2 dents-là, donc il faut les remplacer. On va les extraire, on met les pins, guide, on met les implants. Là, j'avais fait un comblement osseux, c'est vrai que maintenant j'utilise beaucoup le PRF, j'utilise beaucoup moins les matériaux de comblement, même quasiment plus maintenant. Vous voyez, à 1 semaine, à 6 mois. Les résultats esthétiques, vous voyez, donc là on est à 1 an. Et le patient revient me voir, il est tellement satisfait, c'est ça qui est incroyable, c'est que les patients sont très satisfaits. C'est un confort inégalé, hein, ce type de chirurgie, et une vitesse d'exécution incroyable, tout en sécurité. Il veut remplacer son bridge secteur 1, donc on va enlever donc, ce bridge, les racines sont perdues, on va poser 3 implants en lieu et place des racines, voilà la tresse qu'on a faite 1 an auparavant, mise en place du biomatériau à 3 mois. Ensuite, au niveau muqueux, vous voyez là on est à 4 mois avant la prise d'empreinte. Vous voyez ici, hein, on a le poste qui est un peu exposé, mais ça, ce n'est pas du tout un problème. Voilà le résultat final avec donc, mes anciennes prothèses. L'hygiène, bon, excusez-moi, là, il avait 91 ans, ou même 92 ans, mais là, quand j'ai fait son bridge, donc il commence un peu à être un peu relâché, hein, un peu cool, un peu trop cool. Vous voyez, quand je pose la prothèse, regardez là, on voit le poste, hein, on voit ma cuff, on voit mon col lisse. Eh bien, 2-3 mois après, la gencive revient dessus. Ça, c'est totalement reproductible, hein, ce que je vous montre là. On est en train d'ailleurs de faire une étude clinique pour prouver que cette prolifération muqueuse est bien réelle. On l'a prouvé chez l'animal, on va le prouver maintenant dans une étude clinique chez l'homme. Voilà, à 2 ans, une stabilité osseuse tout à fait remarquable. Autre cas, cette patiente, alors c'est la maman d'un confrère. Elle est très embêtée parce qu'elle est sous elle a eu un traitement sous biphosphonate pour un cancer 6 ans auparavant. Il faut extraire ces 2 dents. Donc, on va les extraire. Et en même temps, on va positionner nos implants qui vont totalement être sur mesure. C'est-à-dire que là, on va avoir des spires qui vont faire 6,5 mm, un col de 3, ici un col un peu plus haut, des spires beaucoup plus fines pour aller vraiment se positionner dans l'alvéole dentaire et ne pas traumatiser l'os, ne pas le comprimer, ne pas prendre un risque trop élevé chez cette patiente qui peut bien sûr développer des ostéochimionécroses. On pose l'implant donc dans les alvéoles, hein, des petites sutures. Le comblement, on aurait pu éviter. J'aurais fait un PRF maintenant. Le PRF fonctionne très bien. Voilà la radio post-opératoire. On s'est mis dans les alvéoles. L'implant s'est bloqué dans les alvéoles. Voilà donc à 2 ans.
mon confrère qui suit bien sûr sa maman sur le long terme, et avec un tissu gingival tout à fait bon. Un confrère parisien d'ailleurs, c'est un confrère parisien. Ici, la Paro nous envoie beaucoup de cas maintenant. Une patiente qui est suivie depuis 15 ans pour sa parodontite. Elle a une perte terminale au niveau des prémolaires, elle bouge dans le sens horizontal, elles sont perdues. On les extrait, on pose les pin guides, on va conserver tout ce tissu mou qui va être supporté par la keuf, on met un PRF. Avec le sinus lifter, on va rentrer légèrement dans le sinus. Voilà, donc en post-opératoire, pas de suture. Donc là, on est tranquille, comme ça. Voilà les radios post-opératoires. À 8 mois, avec une très bonne cicatrisation osseuse. On a bien attendu, dans ces cas-là, il faut attendre au moins 8 mois. Enfin, on peut attendre... Il y a eu le Covid aussi pour cette patiente-là. Mais au disons, il faut attendre au moins 4-5 mois. Voilà, ensuite, 1 an après, on va pouvoir faire les prothèses. Les prothèses sont en place, ça fait 2 ans. Voilà, des cas comme ça, on en a des dizaines. Le service de Paro travaille beaucoup avec nous maintenant. On peut, comme je vous l'ai dit, poser les pin guides avec des chirurgies guidées, avec le système Accurator, qui est utilisé par le docteur Frédéric Bousquet à Montpellier. Donc, on pose le pin guide avec un guide. Alors, on peut le faire aussi avec une chirurgie naviguée, bien sûr, maintenant. On passe donc notre forêt trépan, qui est guidée par notre pin guide, et ensuite, on va passer notre tarot et on pose notre implant. Intéressant aussi de voir la différence qu'il y a, vous voyez, en termes de sécurité. Ce col lisse va permettre le développement du tissu mou, du tissu osseux, alors qu'un col d'un implant classique est beaucoup plus dangereux, vous le comprenez bien, parce qu'il y a moins de tissu, donc moins de vascularisation, et donc malheureusement plus de risques d'atteinte par la périimplantite, bien entendu. La qualité des tissus mous ici, on a testé, est absolument fabuleuse. Alors, pour terminer, j'aimerais dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et si je suis là, c'est parce que j'ai eu la chance de pouvoir intégrer l'équipe lyonnaise, il y a de ça maintenant 6 ans. Cette équipe lyonnaise, avec des grands noms, notamment le professeur Couder, le docteur Fortin, qui ont mis en place l'imagerie 3D, qui ont inventé la chirurgie guidée aussi, et oui, c'est français, c'est lyonnais. Donc on s'est orienté facilement vers sa chirurgie minimum invasive, mais on s'est orienté avec tout ce qu'on avait derrière en termes de sécurité. Maintenant, j'ai 3 années de recul avec le Magicor, des implantations chez les patients avec des risques médicaux, avec des contextes anatomiques difficiles. On utilise plus de 10 systèmes, donc on peut comparer avec d'autres systèmes. C'est un système qui fonctionne, qui est totalement sûr. C'est une véritable révolution. C'est la diapo que j'avais mise au symposium à Las Vegas pour dire que véritablement pour moi, eh bien, c'est un implant qui répond en tout point au respect des phénomènes biologiques, anatomiques, mécaniques et fonctionnels. Voilà, j'espère que je vous aurai bien éclairé sur la chirurgie minimalement invasive. Merci. Merci, Monsieur le Président. Parfait, merci Arnaud, et tu as parfaitement respecté ton temps de parole.